Bien le bonjour. Si je vous fais aujourd'hui cette vidéo, c'est pour vous présenter divers conseils techniques et informations dans l'utilisation de ChatGPT. Ceci est dans l'optique d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Alors tout d'abord, j'aimerais vous présenter quelques best practices, des pratiques recommandées, non seulement dans l'utilisation de ChatGPT, mais aussi des différents grands modèles de langage. Alors si vous vous demandez qu'est-ce que c'est un grand modèle de langage, vous pouvez vous fier à la page Wikipédia, jeter un coup d'œil à la définition. Ce que j'aimerais préciser, c'est que Wikipédia est très détaillé sur ces notions de grands modèles de langage, d'intelligence artificielle, tout ça, donc vous pouvez en tirer des informations très utiles. Alors donc, ensuite, quelles sont les best practices que je souhaite vous présenter? Tout d'abord, quand vous rédigez un prompt, il faut qu'il soit clair et détaillé. Vous devez donner les détails que vous souhaitez obtenir par le modèle, des réponses du modèle, mais ce n'est pas tout. Parce que, de manière un peu paradoxale, il faut aussi que votre prompt soit assez succinct. Parce que si vous donnez trop de détails, les chances d'hallucination du modèle elles vont augmenter. Alors qu'est-ce que c'est une hallucination pour un grand modèle de langage? C'est le fait qu'il sorte un résultat complètement faux, qu'il invente des informations. Donc la réponse, soit elle sera complètement inventée, soit elle n'aura pas de lien avec la question que vous avez posée. Alors donc, ouais, il faut essayer de tendre vers ces deux idéaux un peu opposés. C'est pas facile, mais c'est comme ça qu'on obtient les meilleurs résultats possibles. C'est ça, donc la simplicité et la concision, mais être complet. Alors donc ensuite, complet et exhaustif. Alors donc ensuite, par quoi est-ce qu'il faut commencer quand vous commencez une conversation avec ChatGPT? Tout d'abord, il faut détailler le personnage que va incarner le modèle. Alors par exemple, si vous êtes sur la version web de ChatGPT, comme vous pouvez le voir, tout d'abord dans ma conversation, je dis à ChatGPT qu'il est rédacteur d'un journal américain, puis ensuite il me dit qu'il a compris, et ensuite je peux lui dire d'écrire un journal, un article, et voilà. Donc c'est assez important d'abord définir la persona, parce que ça va un peu définir le style de texte qu'il va donner. Par exemple, là, si je lui avais dit un magazine de jeux vidéo particulier, un magazine particulier, il aurait pu changer légèrement son style d'écriture. Alors ensuite, c'est pas tout, parce que ça c'était pour la version web de ChatGPT, mais si vous vous situez en API, en fait ce rôle vous allez pouvoir le faire dans votre premier message. Vous allez pouvoir donner ce rôle qui est incarné dans le premier message que vous envoyez par l'API. Alors là, par exemple, on peut y voir que dans le Playground qui est disponible à openai.com, tout d'abord, il y a le système, le message système qui donne cette persona, ensuite un message utilisateur, puis un message assistant, qui peut très bien être inventé par l'utilisateur, histoire de guider un peu dans ses futures réponses le modèle. Mais si vous êtes vraiment sur une réponse ou un message en API, alors donc là j'ai une image qui vous détaille un peu comment ça se passe. Alors tout d'abord, vous voyez il y a le rôle qui est système, qui là c'est ce qu'on a vu ici, système, puis ensuite le rôle user, puis le rôle de l'assistant, user, assistant, et ainsi de suite. Donc il faut bien tout d'abord définir la persona. Par contre, soyez assez vigilants, parce que dans le modèle de GPT 3.5, il comprend pas trop ce que c'est le rôle système. Alors il faut plutôt commencer par donner la persona dans un rôle utilisateur. Et puis voilà. Si vous voyez les modèles, là ici on voit que c'est GPT 3.5. Le plus récent c'est GPT 4, mais il n'est pas disponible dans le Playground. Mais si vous faites des messages en API, vous remarquerez que là par contre il faut bien avoir un premier prompt en système, parce qu'il le comprend très bien et que ça va améliorer vos résultats. Alors donc ensuite, pour la suite. Ce qui est pas mal, c'est de donner des exemples de réponses attendues au modèle pour qu'il comprenne ce que vous attendez de lui. Là, par exemple, plutôt que de lui dire directement d'écrire un article de magazine, je lui donne un exemple. Là, c'est l'exemple qu'il a rédigé avant, mais le mieux, c'est de lui donner un exemple rédigé par un humain. Donc voilà, là je lui ai compris, histoire de s'assurer qu'il a compris que quand il allait rédiger des articles, ça devait être dans le même style que celui-ci. Et ensuite, je lui ai dit, bah écris un article sur une quelconque actualité, sur un quelconque sujet, et hop, elle reprend à peu près le même style. Bon là, on s'en rend pas trop compte, parce que déjà, c'est la manière qu'il a d'écrire de base, mais si on prend vraiment un article, je sais pas, en un paragraphe, il y a moyen qu'il reprenne aussi une structure d'un paragraphe, par exemple.
mais c'est assez aléatoire dans la version web. Par contre, si vous êtes en API, que vous avez une température, c'est-à-dire un niveau d'aléatoire assez faible, vous allez avoir des résultats un peu plus consistants, et qui vont un peu mieux suivre la consigne que vous avez donnée. Alors donc ensuite, ce qui est pas mal, c'est de donner des délimiteurs, surtout pour des requêtes complexes. De quoi est-ce que je parle quand je parle de délimiteurs? Alors par exemple, dans le message que je vous ai montré ici, c'est des tags XML. Vous voyez, là, l'article que je lui ai dit de prendre, je l'ai mis entre deux tags XML, et ça, le modèle, il a été entraîné pour bien les comprendre. Du coup, ça permet de bien diviser les messages et d'aider un peu à sa compréhension. Après, il faut un peu expérimenter quels tags sont les meilleurs, est-ce que finalement c'est pas, dans certains contextes, mieux sans les tags, ainsi de suite. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a aussi pour quand vous faites des messages en API, ce que vous pouvez faire aussi, c'est créer des réponses factices, comme j'ai pu le dire. Par exemple, du coup, d'abord vous avez votre on peut voir dans le message là, là par exemple, on pourrait faire une réponse factice, puis reposer une question, et on aurait un résultat un peu similaire. Ensuite, quelque chose qui peut être pas mal de faire, c'est demander à GPT de réfléchir. Ça peut être la simple utilisation des mots pense étape par étape. Après, on peut lui demander un peu plus en détail pour une tâche spécifique des étapes un peu plus précises, spécifiques à la tâche que vous voulez accomplir. Mais là, par exemple, j'ai un exemple qui est très parlant, et là, pour le coup, c'est vraiment un bon exemple, hein, parce que si je lui donne ce calcul, il va me donner la réponse de moins 398, alors que le résultat, c'est moins 665. Donc voilà, il s'excuse, il dit oh, non, désolé, c'était moins 665, vous avez raison. Par contre, si au lieu de directement lui donner le calcul, je lui donne le calcul et je lui dis pense étape par étape. D'abord il fait la multiplication, après il fait l'addition, après il fait la soustraction, et il trouve moins 665. Donc rien que le fait de mettre les mots pense étape par étape, ça permet d'obtenir de meilleurs résultats. Alors imaginez ce que ça donne quand vraiment vous divisez votre prompt en différentes étapes, différents messages à chaque fois, et ben c'est quand même beaucoup plus... vous avez des résultats beaucoup plus fiables. Et ça, du coup, c'est un petit exemple de ce qu'on pourrait appeler une hallucination, hein, le petit moins 398. Alors ensuite, qu'est-ce qui peut être intéressant en anglais, vous pourriez écrire quelque chose comme « Let's think step by step ». Ensuite, vous pourrez aussi lui dire de mettre tout son raisonnement entre triple quote. Non seulement c'est un délimiteur comme ce qu'on a pu voir avant, là pour le coup c'est pas un tag XML, mais vous pouvez utiliser d'autres types de délimiteurs, je sais pas, triple dièse, triple quote, tout ça. Et après, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez, côté code, dissimuler tout ce qui est entre ce délimiteur, et du coup, vous obtenez juste le résultat final que vous pouvez output dans votre application, ou je sais pas quoi. Alors ensuite, ce qui est un peu conseillé, c'est d'éviter de dire au modèle ce qu'il ne doit pas faire. Parce que ça va vraiment lui mettre en mémoire cette chose, et du coup il y a moyen qu'il y fasse référence. Par contre, si vraiment c'est quelque chose il faut absolument qu'il n'en parle pas, et que vous comptez et que vraiment il en parle à chaque fois ce que vous faites, vous mettez cette contrainte le plus loin possible, le plus proche de la fin possible de votre message, histoire que vraiment ça soit la dernière chose qu'il ait mémorisée, et qu'il respecte au mieux cette consigne. Ensuite, surtout dans un prompt, vous ne donnez pas d'informations sensibles parce qu'il y a toujours une probabilité qu'il la ressorte. Alors donc ensuite, si vous voulez un lien vers les diverses best practices d'OpenAI, alors il est là, hop, les plateformes OpenAI, ici vous voyez, vous avez une page OpenAI, c'est ceux qui ont fait ChatGPT, avec toutes les best practices qui peuvent lister. C'est de là que j'ai tiré une bonne partie de celles que je vous ai présentées. Ensuite, on peut parler de quelque chose un peu plus de technique que de best practice dans ce que je vais vous parler, un peu des techniques de prompt engineering. Alors ça va pas être des notions très complexes, hein, c'est vraiment juste une initiation. Alors donc, ce qu'on veut surtout quand on utilise le modèle, c'est éviter les hallucinations et obtenir les résultats les plus précis et pertinents possibles. Alors donc, tout d'abord, pour vous donner quelques noms de choses qu'on a déjà vues précédemment, mais avoir les noms sur les choses, c'est quand même un peu plus pratique pour chercher des informations. Alors donc déjà, le fait de donner une consigne à ChatGPT sans lui donner d'exemple, ou à tout autre grand modèle de langage, ça s'appelle le zero-shot prompting. Vous n'avez aucun exemple qui est donné. Ensuite, le fait de donner un exemple à ChatGPT pour une réponse, c'est le one-shot prompting. Et ensuite, si vous donnez plusieurs exemples, ça sera le few-shot prompting. Et
En fait, l'intérêt de donner plusieurs exemples, c'est notamment si vous voulez faire une tâche de classification ou autre, et ben vous allez pouvoir avoir des résultats un peu plus pertinents. D'ailleurs, ce qui est, pour ça, il faut que les exemples ils soient notamment labellisés si c'est une classification. Par exemple, vous pouvez faire... Attendez, je vais mettre l'exemple dans le navigateur. Alors, voyons voir ça. Ici, par exemple, vous pouvez voir, je peux dire que je veux qu'un user il soit bon. Le mot bon, l'assistant il répond positif, pour le mot mauvais, je veux qu'il réponde négatif, et voilà, vous pouvez donner des exemples comme ça, et après quand vous donnerez un autre mot, vous aurez le résultat, il va dire bon, il va dire positif ou négatif. Ce qui est assez étonnant aussi, c'est que vos exemples, ils n'ont pas besoin d'être vrais. Le simple fait de donner un exemple de labellisation, et bah ChatGPT il va comprendre le format du message de réponse que vous attendez, mais même si vous donnez des réponses incorrectes, ça va parfois faciliter les résultats. Alors ça, il me semble que c'est OpenAI qui l'a spécifié, ou sinon c'est peut-être dans leur... sur GitHub, ils ont un OpenAI Cookbook, et c'est peut-être dans les diverses ressources disponibles. Attendez, je vais vous ouvrir ça. OpenAI Cookbook. Avec un K à la fin, pas un C, évidemment. Et donc là, vous voyez, c'est sur GitHub, le lien c'est ça, et là il y a plein de ressources disponibles, et c'est justement là aussi que je tiens la plupart du contenu de mon document, enfin de cette vidéo. Alors ensuite, dans le cas d'une génération davantage textuelle, ce qu'il faudra plutôt fournir, c'est des exemples de sortie un peu plus textuels du coup, mais ça fonctionnera aussi. Alors ensuite, il y a quelque chose qui s'appelle le Chain of Thought Prompting. Désolé pour mon mauvais accent anglais, je vais vous montrer comment ça s'écrit. En gros, le principe, c'est d'avoir une chaîne de pensée. Allez, je vais vous l'écrire ici. Voilà, vous voyez, c'est comme ça que ça s'écrit. Donc, il y a deux versions. Il y a une version un peu simplifiée. Le terme ne s'y applique pas forcément, mais je trouve que c'est assez lié à cette notion. Alors donc, c'est demander... de fournir les étapes, c'est le fait de demander de fournir les étapes de raisonnement, un peu comme ce qu'on a pu demander tout à l'heure, le Think Step by Step, et en zero shot prompting, et bah déjà on peut penser que c'est un peu une version simplifiée de la chaîne de pensée. Et ensuite il y a la véritable application, qui est le fait d'utiliser une suite de prompts, une suite de messages. Alors donc, ce que vous allez faire, c'est qu'à chaque prompt, vous allez donner une instruction, et vous allez essayer de donner des instructions les plus simples possibles, vraiment. Bah, c'est un peu comme le fait d'abord, vous voyez dans les messages précédents, d'abord on a donné la persona, ensuite on a demandé d'écrire. Et bah là c'est un peu pareil, par exemple vous allez d'abord demander la persona, après vous allez envoyer un prompt qui dit qu'est-ce que tu sais sur cette chose, et après tu lui dis bah vas-y rédige ça en un article. Ou même, ce qui peut être intéressant, c'est de diviser ça dans plusieurs conversations. Là je vous ai donné une seule conversation, du coup il a le contexte précédent et il donne des résultats, mais vous allez remarquer que si vous faites ça dans plusieurs conversations divisées, et bah comme il n'a pas le contexte précédent, parfois les résultats ils vont être différents, parfois ils vont être moins intéressants, mais parfois ils vont être plus intéressants. Alors donc l'intérêt à faire aussi avoir un prompt, une instruction, c'est que c'est plus propre et modulable. Si vous gérez ça depuis un code, et bah imaginez que vous avez un prompt à changer, enfin une partie de prompt à changer, bah là vous avez juste un petit prompt à changer, et vous n'avez pas tous les résultats de votre prompt qui va changer d'un coup. Là, c'est vraiment juste un seul de vos prompts dont l'output va être modifié. Donc par contre, c'est davantage nécessaire dans des raisonnements complexes. Si c'est des raisonnements simples, ça vaut pas forcément toujours le coup. L'augmentation ou la diminution des coûts, parce que vous savez que l'utilisation de l'API, elle est payée en nombre de tokens utilisés, et ben en fait, elle est assez débattue. On ne sait pas trop si est-ce que ça diminue les coûts ou est-ce que ça les augmente. Il n'y a pas vraiment d'études poussées qui ont été menées, et les résultats, ils sont un peu divisés. Enfin, les avis sont assez divisés là-dessus. Ensuite, il y a le fait d'avoir le Faithful Reasoning Architecture. C'est le fait d'avoir... Enfin, on pourrait traduire ça en raisonnement vérifiable, véridique, enfin une architecture au raisonnement véridique. Alors c'est le fait de boucler sur votre prompt jusqu'à obtenir un résultat dont vous savez qu'il est véridique. Ou rien, au bout d'un moment, vous abandonnez juste votre boucle et vous n'avez pas d'output. Mais le but c'est de vraiment de pas avoir d'hallucination.
Alors c'est compliqué à mettre en place, déjà il faut avoir des critères qui permettent de savoir qu'il n'y a pas d'hallucination et que le résultat est véridique, et c'est généralement un peu excessif comme moyen, parce que, comme j'ai pu le dire, le fait de faire un appel à API, c'est pas gratuit, hein. Du coup, au fur et à mesure, ça augmente un peu les coûts. Mais c'est une méthode qui existe, et comme ça vous en connaissez le nom. Ensuite, il y a l'autoprompt. L'autoprompt, en fait, c'est le fait de considérer un prompt un peu comme un paramètre d'intelligence artificielle. Alors vous voyez, en intelligence artificielle, ce qu'on cherche à faire, en fait, c'est qu'on a plusieurs paramètres, et on cherche à les optimiser pour avoir les meilleurs résultats possibles, le meilleur modèle possible. Et bien là, en fait, l'autoprompt, c'est de considérer le prompt, c'est-à-dire le message, comme un paramètre. Déjà, en fait, un prompt, vous avez des paramètres. Vous avez la température, le nombre maximum de tokens, le top P, qui est... La température, c'est de l'aléatoire, le nombre maximum de tokens, c'est la longueur maximale de votre message. Vous avez une pénalisation sur les tokens qui sont déjà apparus, une pénalisation sur les tokens qui sont déjà apparus plusieurs fois. Et finalement, le top P, c'est aussi un peu jouer sur l'aléatoire, du coup on conseille de pas trop jouer en même temps, pareil que la température. Mais donc du coup là, c'est les vrais paramètres d'un prompt, mais là, en fait, on pourrait considérer un prompt comme un paramètre, et faire des appels jusqu'à obtenir le meilleur résultat possible. En fait, comme une intelligence artificielle, on pourrait exécuter le modèle jusqu'à obtenir les meilleurs résultats, et là on conserve ce modèle, et c'est lui qu'on utilise. Alors comme j'ai pu le dire tout à l'heure, par contre, c'est coûteux de faire autant d'appels en API, parce que ça peut être des milliers d'appels, hein, voire plus, d'entraîner un modèle comme ça. Au minimum, il faut 100 exemples pour entraîner un modèle d'intelligence artificielle comme ça, alors déjà, il faut avoir des ressources. Alors ensuite, ce qu'on peut faire, c'est avoir un modèle pour rédiger des résultats, et ensuite un modèle de vérification. Vous passez les résultats que vous avez obtenus dans un modèle de vérification, et puis comme ça, vous vérifiez les résultats. C'est un peu plus fiable que de rien faire. Moi aussi, ce que j'ai pu faire, notamment dans... j'avais besoin de directement avoir les connaissances que ChatGPT avait. Genre vraiment, on n'est pas vraiment supposé faire ça. ChatGPT, si vous regardez sur les pages... attendez, je vais vous ouvrir ça. Ici, on voit... donc là, voilà, c'est une preview pour la recherche gratuite. ChatGPT, il peut produire des résultats incorrects à propos de gens, lieux ou des faits. Donc il faut vraiment pas l'utiliser comme source d'information. Moi, ce que je voulais faire, c'était avoir quelque chose qui soit utilisable en tant que source d'information. Alors d'abord, j'ai testé les connaissances de ChatGPT sur un domaine. Je l'ai fait sur, je sais pas, quelques centaines d'exemples. J'ai entraîné en Python une petite intelligence artificielle qui disait... qui avait des différentes données sur les jeux. Enfin, c'était pour des jeux que je testais ça. Est-ce que ChatGPT connaissait des jeux? Donc j'ai entraîné une petite intelligence artificielle qui testait, qui vérifiait est-ce que ChatGPT connaissait un jeu, et qui regardait différentes informations sur le jeu. Et comme ça, on pouvait essayer de prédire à peu près est-ce que ChatGPT connaissait le jeu ou pas. Du coup, là déjà, j'avais un premier filtre qui me permettait de savoir est-ce que ChatGPT connaît un jeu ou pas du tout. Enfin, est-ce que c'est probable ou pas. Et ensuite, je faisais vraiment, pour ces jeux-là, j'avais un pool réduit, vraiment, du coup, c'était moins coûteux en termes de jeu, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup à tester. Du coup, après, je retestais avec ChatGPT, vraiment, est-ce qu'il connaissait le jeu. Je lui demandais 3 fois d'affilée, est-ce que tu connais ce jeu? Est-ce qu'il est apprécié? Est-ce qu'il est aimé, ou est-ce qu'il est détesté, ou est-ce que les gens, ils s'en foutent un peu? Et donc, comme ça, je vérifiais qu'il y avait bien 3 fois le même résultat, et s'il y avait 3 fois le même résultat, je me disais, ok, il y a quand même de grandes chances que ChatGPT connaisse le jeu. S'il dit qu'il le connaît, et qu'à chaque fois il dit qu'il a été apprécié de la même manière. Et donc là, je sais même plus pourquoi je fais cette parenthèse. C'était un peu pour... Moi, c'est un peu ma variante du modèle de vérification, mais avant de chercher les connaissances. En vrai, si vous faites des résultats... Si vous faites un système de raisonnement, en mode des calculs, vous faites vos vérifications après votre raisonnement. Mais si par contre vous voulez vraiment obtenir des informations depuis ChatGPT, le mieux c'est de faire des vérifications sur les connaissances avant votre raisonnement. Voilà, donc c'était pour ça que je faisais ma petite parenthèse. Donc ensuite, il y a une autre technique qui est là. Si vous voulez un peu plus de détails sur ce que j'ai fait, vous n'hésitez pas à le dire, je ferai peut-être une vidéo un peu plus détaillée. Alors donc ensuite, la prochaine technique c'est la consistance. Du coup c'est très lié avec ce que je viens de détailler, mais en un peu plus poussé. Donc c'est la génération d'un grand nombre de résultats avec une température positive. Donc oui, en fait la température c'est l'aléatoire. Moi dans la méthode que j'ai utilisée, j'ai mis une température assez faible parce que je voulais des résultats assez fiables. Donc peu d'aléatoire, des résultats très consistants.
Et là, du coup, dans une vraie méthode de consistance, on prend une température élevée, mais on fait un grand nombre de résultats. Moi, j'en faisais seulement 3. Là, on en fait beaucoup. Et donc, on regarde que le résultat le plus présent, et on le considère comme le vrai résultat. Donc, c'est une méthode coûteuse et qui est davantage adaptée pour des valeurs discrètes, c'est-à-dire des trucs limités, pour de la classification, par exemple. Mais si vous faites ça pour un texte, vous n'allez pas trop savoir ce que vous voulez, quoi. Alors ensuite, on peut toutefois envisager une variante, comme j'ai pu le dire, avec une température assez faible et un nombre d'appels réduit. Donc ça, c'est un peu la méthode que j'avais utilisée. Sauf que moi, après, j'avais une intelligence artificielle en Python de classification, histoire d'avoir un petit préfiltre. Donc ensuite, là, je vais passer sur une nouvelle partie, qui sont divers conseils. C'est des conseils que je vais pouvoir vous donner, notamment que j'ai pu découvrir lors de mon utilisation. Alors donc, pour que ChatGPT adapte différents styles d'écriture, enfin un style d'écriture spécifique dans une conversation, il y a plusieurs méthodes disponibles. Tout d'abord, première méthode, donner des exemples. Il y a un petit défaut à ça, c'est le fait que si vos exemples y contiennent du contenu, notamment du contenu assez similaire à ce que vous voulez présenter par la suite, il y a moyen qu'ils prennent les informations du contenu pour le nouveau texte que vous voulez générer. Alors c'est un peu limite comme méthode. Ça fonctionne mieux avec ChatGPT 4 que ChatGPT 3.5 parce que le modèle est meilleur, tout simplement. En tout cas d'après OpenAI. J'ai pas trop eu l'occasion d'expérimenter avec ChatGPT 4 en version API. J'ai eu l'occasion en version web et ça avait l'air d'être un peu véridique, mais pas toujours le cas. Ensuite, si c'est des informations disponibles avant 2021, 2021 c'est l'année jusqu'à laquelle ChatGPT a obtenu toutes ces informations. Et ben si c'est disponible sur internet, et que c'est assez connu, même juste un peu, vous pouvez tester s'il le connaît. Genre, vous donnez le nom à ChatGPT, vous lui demandez est-ce que tu connais ce truc. Et après, s'il le connaît, vous allez dans une autre conversation et vous lui dites juste inspire-toi de ça. Et puisqu'il le connaît, il y a moyen, dans certains cas, vraiment, ça fonctionne bien. Notamment là. Oui, non, je n'ai pas trop envie de vous détailler des exemples de ce que j'ai fait, mais vraiment avec des exemples spécifiques, vous avez moyen de parfois bien personnaliser les outputs de ChatGPT. Alors donc ensuite, la troisième méthode, c'est juste expliquer le style que vous souhaitez que ChatGPT il est. Genre vous détaillez, je veux que tu écrives ça dans le style d'un roman, ou je sais pas quoi, etc. Ce qui peut être fait aussi, c'est que vous prenez un exemple, vous prenez un exemple écrit par l'humain, ou je sais pas quoi. Vous demandez à ChatGPT de détailler le style. Vous dites à ChatGPT, détaille le style de ce message. Et après, dans votre nouvelle conversation, vous reprenez un peu ce que ChatGPT vous a dit. Essayez d'un peu l'adapter parce que ça sera pas forcément le plus optimisé. Mais vous essayez d'optimiser un peu ce qu'il vous a dit et vous voyez jusqu'à ce que vous obtenez un résultat assez similaire à ce que vous souhaitez. Par contre, faut pas être trop ambitieux, parce que ChatGPT, surtout 3.5, il est pas très très doué là-dessus. Alors ensuite, où est-ce que j'en étais ? Alors ça, c'est un conseil que j'ai vu. Alors je l'ai pas trop utilisé, mais j'ai vu des gens en parler. Parfois, ça avait l'air de pas trop mal fonctionner. En fait, je vous ai dit que ChatGPT, il a des paramètres. Par contre, ça, c'est pour la version API, genre la température, tout ça. En version web, vous y avez pas accès. Mais le modèle, il comprend un peu ce que c'est des paramètres. Donc vous pouvez inventer des paramètres. Vous pouvez lui dire, tu as une température de 2. Ce qui est une température très élevée. Les résultats, ils sont très incohérents après avec ça. Et ChatGPT, il comprend un peu la notion de température. Et du coup, il va augmenter un peu l'aléatoire de ses réponses. Alors, c'est pas vraiment un vrai paramètre, mais comme ChatGPT, il comprend la notion de température, il comprend que c'est lié à l'aléatoire, et il va augmenter son aléatoire. Le résultat est similaire au fait de si vous lui demandez donne un peu d'aléatoire dans ta réponse. Vous pouvez faire ça avec des paramètres existants, mais vous pouvez aussi inventer des paramètres. Vous pouvez dire, tiens, ce paramètre c'est ça, ce paramètre il va de ça à ça, vas-y, là il a telle valeur, et ça peut influencer les résultats. Alors, vous pouvez un peu jouer avec ça. C'est du bricolage, c'est pas vraiment quelque chose de très scientifique, de très professionnel, mais vous savez, avec les grands modèles de langage, parfois on a des résultats un peu inattendus et il faut un peu bricoler avec ce qu'on a. Donc voilà. Attendez, que je me retrouve. Dans le cas où un exemple de dialogue il est donné textuellement, notamment en web, en API, vous voyez que vous avez vraiment la version
vous avez vraiment un JSON avec réponse, question, question-réponse, etc. Et ben, en web, vous avez pareil à chaque fois un message, mais vous pouvez donner un exemple de conversation, par exemple, en un message. Ce qu'il faut préférer, c'est donner les rôles user et assistant, ou utilisateur et assistant. En anglais, en vrai, souvent ça fonctionne mieux. Hein. Tout ce que vous allez donner en anglais sera plus fonctionnel. Il faut plutôt donner ça que juste U de points et A de points. Parce que, en fait, généralement, apparemment, les résultats sont meilleurs quand on dit vraiment le nom complet. Voilà. Et parce que vous voyez, quand on est en JSON, attendez, je vais vous montrer ça. Non, ici. Ici, là, vraiment, les rôles, ils sont fixés, hein, vous pouvez pas les changer. Par contre, imaginons que vous allez en message, vous mettez user de points, et puis là, vous pouvez mettre un message, puis ensuite, vous mettez assistant de points. Il faut préférer ça à juste mettre U de points et A de points. Voilà. Voilà. Ensuite, OpenAI recommande d'utiliser ChatGPT comme une source d'inspiration et de feedback, mais pas d'information, ça c'est ce que j'ai déjà pu vous dire. Apparemment, GPT, il comprend très bien les Markdown Tables, notamment GPT-4. Alors donc, n'hésitez pas à utiliser ce format ou genre des JSON ou d'autres choses pour donner vos informations. C'est une forme de délimiteur qui fonctionne aussi très bien. Alors ensuite, là vraiment, on va passer sur des remarques personnelles. C'est vraiment dans mon utilisation de ChatGPT, des choses que j'ai remarquées et que je trouve qui sont vraies, mais c'est juste mon opinion. Alors donc, une faute de grammaire ou d'orthographe, ça peut très fortement affecter la qualité d'un prompt. Même pas simplement les fautes, juste changer un seul caractère. Et bah parfois, mettez des températures très faibles pour voir comme les résultats ils sont consistants, et changez un caractère ou deux, vous allez remarquer que vos résultats ils vont être très différents. Genre, par exemple, je sais que le fait d'avoir ajouté des backslash n sur un de mes prompts, juste le fait de passer des lignes, hein, ça a guéri mon modèle d'une hallucination. Genre, il disait que 2 personnes étaient en charge de la composition de la musique d'un jeu, et bah quand j'ai changé ça, il n'en mettait plus qu'une, ce qui était vrai. Alors que la deuxième avait pas du tout bossé dessus. Elles avaient peut-être bossé ensemble sur d'autres jeux, et du coup, ils croyaient qu'elles avaient bossé ensemble sur ce jeu aussi. Et du coup, là, par contre, quand je mettais juste en changeant quelques caractères, des backslash n, et bah, d'un coup, ça fonctionnait mieux. Donc augmenter le nombre de contraintes sur une requête augmente les chances d'hallucination. Ça vraiment c'est quelque chose que j'ai remarqué personnellement. C'est ce que je vous ai dit vraiment tout au début de la vidéo. Alors pour une ferme température, les résultats ils sont quasiment identiques d'une génération à l'autre. Donc il peut être intéressant de tester et de comparer les modifications minimes du prompt, car la qualité des résultats peut varier. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais précédemment. Alors donc... Alors là, c'était en anglais, j'avais écrit « Your description must be based on factual knowledge and existing reviews rather than fictional embellishments ». Donc en gros, ça voulait dire votre description elle doit être basée sur des faits, donc tes connaissances, des faits, et des reviews existantes plutôt que des embellissements fictionnels. Voilà, donc en gros, en écrivant une phrase de ce genre-là, moi je trouvais que ça semblait diminuer certaines hallucinations. Par exemple, si un développeur A, il avait travaillé sur un jeu et qu'il avait déjà travaillé avec développeur B sur un autre jeu, et bah GPT il risquait d'écrire que le développeur B, il avait également travaillé sur l'autre jeu. Donc ça, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est le même exemple. Et là, en disant ça, c'est pareil que le fait de changer quelques caractères, ça augmentait un peu les résultats. Par contre, ce qu'il y a remarqué, c'est que du coup, vous allez un peu perdre en créativité. Genre, il va un peu plus limiter dans les résultats. Genre, il va chercher des informations un peu moins loin, quoi. Ensuite, je vais vous parler un peu de l'API et des plugins de ChatGPT. Un peu plus technique, là. Donc là, on va d'abord parler un peu des différents modèles et services. Alors, pour ce qui est des modèles. Donc d'abord, il y a GPT-3. GPT-3, c'est pas du chat. Je l'ai pas utilisé, mais c'est pas du chat GPT, hein. C'est vraiment juste GPT-3. Donc il a été entraîné jusqu'en 2017, il y a différents modes, de la complétion ou de l'édition de messages. Parmi eux, il y a notamment DaVinci, c'est le meilleur, mais il est 10 fois plus cher que GPT 3.5, donc c'est moins rentable. Il y a Curie, il est assez capable, au même prix que GPT 3.5, mais GPT 3.5 est à privilégier d'après OpenAI. Il y a Ada, qui est 5 fois moins cher que GPT 3.5. Il est rapide, mais vraiment utilisé que pour des requêtes simples. Et Babbage, 4 fois moins cher que GPT 3.5, et il est assez similaire à Ada. Ensuite, GPT 3.5, qui est celui que j'ai le plus utilisé, il a été entraîné jusqu'en 2021, et son mode de réponse, c'est vraiment le mode chat. Le mode chat, c'est vraiment ce que vous allez pouvoir expérimenter dans la version web. C'est ce qui s'en approche le plus. Ensuite, GPT-4, entraîné jusqu'en 2021 aussi. Le mode chat, environ 20 fois plus cher que GPT 3.5, mais il est encore en bêta.
Alors ensuite, pour avoir la dernière version d'un modèle en API, il faut utiliser son nom générique en API. Par exemple, pour GPT 3.5, si je retourne dans le playground, vous pouvez voir que là, sa version générique, c'est GPT 3.5 Turbo, mais qu'il y a aussi GPT 3.5 Turbo 0, 3.01, etc. Donc vous pouvez prendre les versions spécifiques, mais ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'elles vont assez vite être dépréciées. Donc normalement c'est au bout de 3 mois, mais je crois que là, OpenAI, ils ont dit en mode on vous rajoute un an pour les modèles récents, là, ou quelque chose comme ça. Il faut vraiment que vous ayez voir dans la documentation par vous-même. Alors ensuite, lors de la sortie... c'est vraiment lors de la sortie d'un nouveau modèle qui sont dépréciés. Par contre, faites attention quand vous changez de modèle, les résultats seront pas les mêmes, parce qu'ils sont pas entraînés de la même manière. Parfois les résultats sont meilleurs, parfois pour certains... Parce que OpenAI les teste un peu sur un large pool, sur une large gamme de tests, mais sur certains champs un peu plus particuliers, parfois les résultats diminuent en qualité. Donc OpenAI conseille d'utiliser l'utilisation de ChatGPT 3.5 ou de ChatGPT 4 par rapport à tout le reste. Et sinon, avec ChatGPT 4, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est les plugins, seulement utilisables dans la version web pour le moment, et en bêta. Donc vous pouvez aller dans Settings, Beta Features, Plugins, et vous y aurez accès. Attendez, je vais vous montrer ça. Je me sens un peu mal de ne pas vous le montrer. Non, j'y ai pas accès. Settings. Et là, normalement, si vous êtes Premium, vous avez Beta Features, et là, vous pouvez accéder aux plugins. Donc un plugin, ça peut être créé par n'importe quel utilisateur, mais il y a des plugins officiels créés par OpenAI. Un plugin, il peut être activé à la création d'une conversation, notamment. Pour le moment, c'est le seul moment où il peut être activé. Après, votre conversation, elle l'a ou elle l'a pas. Ça permet notamment à ChatGPT d'obtenir des informations extérieures à votre conversation. Par exemple, dans les plugins officiels, il y a un plugin Bing, qui a été désactivé aujourd'hui, mais qui a existé pendant quelques temps, qui permettait à ChatGPT de faire des recherches sur Bing pour trouver des informations. Et si on lui demandait, le chatbot, il réalisait une recherche sur Bing, puis il cherchait le contenu demandé dans les premières pages résultantes. Par contre, c'était assez lent. Ensuite, il y a Code Interpreter, qui est le nouveau plugin. Donc, c'est une version de ChatGPT qui sait exécuter du code en Python. Donc, vous pouvez lui dire exécute ce petit programme, qu'est-ce qu'il output, et puis du coup, vous avez le résultat. Voilà, c'est à peu près tout pour les modèles. Sinon, il y a quelque chose qui est appelé le fine-tuning, qui est vraiment un peu plus coûteux. C'est pour si vous êtes vraiment une organisation, ça peut vous intéresser, mais moi, je vais pas le détailler là parce que j'avais pas les thunes pour. Et donc voilà, les livres pour le web, je vous les ai évoqués. Et finalement, ce dont j'aimerais vous parler un peu plus en détail, c'est les paramètres en mode chat, c'est-à-dire pour ChatGPT 3.5 et ChatGPT 4, leurs valeurs et un peu ce qu'ils font. Un peu plus en détail par rapport à tout à l'heure. Alors donc, et ces paramètres, ils sont définissables dans l'API de ChatGPT, mais pas dans la version web. En premier lieu, il y a la température, ça contrôle le niveau d'aléatoire de la réponse. Ça va de 0 à 2, par défaut c'est 1. Une température faible, par exemple de 0,1 à 0,4, c'est une des réponses plus consistantes et déterministes. Pour des informations factuelles, c'est utile pour des informations factuelles, précises, et pour coller un format de sortie bien défini. Ensuite, il y a une température modérée, on pourrait dire entre 0,5 et 0,7. C'est un équilibre entre créativité et consistance. Et finalement, pour une température vraiment plus élevée, on a entre 0,8 et 1. C'est des réponses plus créatives, les résultats au-dessus de la température de 1, ils sont vraiment approximatifs. Si vous mettez du 2, ça va être n'importe quoi. Votre message, il va jamais s'arrêter, ça va arriver à la limite de token, il sera plus ce qu'il dit. Ça peut être bien pour du brainstorming, la créativité, c'est un peu tout. C'est pas utilisable, vous ne donnez pas ça pour des utilisateurs sans le vérifier. Vraiment, les résultats de ChatGPT, c'est vraiment bien d'avoir un système de vote ou je sais pas quoi. Il faut vraiment pouvoir les vérifier humidement parce qu'il y a toujours moyen qu'une coquille se glisse. Plus la température est élevée, plus c'est vrai. Pour chaque token de la réponse... Donc en gros, la température, qu'est-ce que c'est? Pour chaque token d'une réponse, il y a une liste de tokens candidats qui est proposée. Chacun, il a une probabilité qui est associée à sa génération. Et pour une température faible, ça restreint cette ligne de tokens vraiment à ceux à une probabilité très élevée. Donc c'est ça, en gros, un token, c'est une suite c'est la manière dont votre message il est découpé, ça peut être genre, on va dire, environ 3 caractères, un token. Et en gros, la température, plus elle est élevée, plus vous avez des probabilités d'avoir des tokens avec une probabilité faible d'apparition.
Genre, ils ont une chance d'apparaître. Alors que sinon, c'est vraiment que les tokens les plus probables d'une réponse qui vont pouvoir être générés. Top P, ensuite, c'est aussi l'aléatoire. Attendez, en fait, je vais peut-être même vous mettre une page un peu plus intéressante que celle-là, parce que vous vous ennuyez peut-être un peu sur celle-ci. Voyons voir ça, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. Ici, vous pouvez voir une partie des paramètres, genre là, la température de 0 à 2. Ensuite, la longueur maximale, on verra ça plus tard. Donc, sinon, je voulais vous parler, c'est de Top P. Donc Top P, ça contrôle la diversité de 0 à 2 par défaut à 1. Il est conseillé de modifier Top P ou la température, mais pas les deux en même temps. Ça, c'est OpenAI qui le dit. Ensuite, il y a la frequency penalty, la pénalité de fréquence d'apparition de tokens. Ça évite les répétitions, ça contrôle à quel point les nouveaux tokens sont pénalisés, en fonction de leur nombre actuel d'occurrences dans la réponse. Ça va de moins 2 à 2, par défaut c'est à 0. Par contre, il me semble que... Ouais, ça va pas en dessous de 0 dans la version web. Mais vous vous doutez bien que si vous mettez... En gros, c'est une pénalité inversée si vous mettez ça dans le négatif, mais vous allez avoir des messages qui se répètent. Hein. Si vous mettez un truc à moins 2, votre message, ça va être... pendant tout le message, vous allez avoir le même token, et ça va s'arrêter en mode votre message est trop long, vous allez vous faire couper par le maximum length. Donc ensuite, voilà, ça va de moins 2 à 2 par défaut à 0. Presence penalty, c'est quasiment la même chose. Ça parlait de parler de sujets variés, mais ça contrôle à quel point les nouveaux tokens sont pénalisés en fonction de leur présence dans la réponse. C'est pas la fréquence, là c'est juste la présence. Et donc ça va de moins 2 à 2, et par défaut c'est 0. Maximum length, c'est la longueur maximale de votre réponse en nombre de tokens. Stop sequence, en fait, c'est si elle est rencontrée, la génération s'arrête. C'est quelque chose qu'on va pas mal trouver dans différents modèles, notamment ceux qui sont sur OpenHug. Attendez, je vais vous montrer OpenHug. Non, c'est pas ça. FaceHug peut-être. FaceHug models. Non, c'est pas ça. OpenHug. Models. Attendez, quel est le nom? Ah, voilà. Hugging Face, désolé, je me trompais sur le nom. Donc Hugging Face, là, vous voyez, vous avez plein de modèles que vous pouvez exécuter en local sur votre machine. Par contre, il faut vraiment avoir votre propre... il faut avoir votre... coder vous-même de quoi les exécuter. Et donc oui, c'est des modèles que vous allez pouvoir exécuter directement sur votre machine. Là, d'ailleurs, peut-être qu'en web, certains sont exécutables. Voilà, les résultats sont un peu moins bons que ChatGPT, c'est notamment entraîné en utilisant ChatGPT. Genre, ils prennent des réponses de ChatGPT, ils les utilisent pour entraîner leur modèle, c'est un peu marrant. Mais c'est une alternative gratuite, et puis en local, quoi, vous contrôlez un peu plus les résultats. Petite parenthèse, désolé. En soi, on a fini avec les paramètres. Mais oui, du coup, ce que je voulais dire, c'est que le stop sequence, pour ce que j'ai expérimenté, ça avait l'air d'être un peu plus utilisé dans ce genre de modèle. Après, c'est peut-être juste que je suis pas allé très loin là-dedans. Ensuite, il y a quelque chose qui est appelé les API rates. C'est des limites d'utilisation de ChatGPT. C'est lié à votre compte. Il faut aller voir ça dans vos paramètres. Donc chaque modèle, il a différentes limites. Une limite en requête par minute, une limite en token par minute, et une limite en requête par jour. Attention, parce que si vous êtes qu'à vos 48 premières heures d'utilisation, vous aurez vraiment une limite très faible. Et pareil, tant que vous n'avez pas payé $1, vous n'avez pas accès à ChatGPT 4 et vos API rates ils sont un peu plus faibles, il me semble. Par contre, c'est un peu buggé, hein, parce que perso, j'avais payé $1 et j'ai toujours pas accès à ChatGPT 4. Donc là, il y a la documentation là-dessus. Je vais l'ouvrir. Attendez, je teste juste vite fait que ça ne montre pas. Ah non, ça m'embête. Non, tant pis. Vous pourrez aller voir ça par vous-même. C'est vraiment sur la page d'OpenAI. Désolé, mais j'ai pas trop envie de vous montrer mon nom et mon prénom. Et finalement, une dernière petite parenthèse avant de vous montrer les ressources que j'ai pu utiliser, c'est le budget. Alors donc, comment calculer votre budget? Eh ben, il faut savoir que il y a différents coûts. Il y a un coût de token envoyé et un coût de token... Enfin, un coût de token envoyé que vous avez écrit, que vous envoyez à l'IA, et un coût de token généré par l'IA. Et ces deux coûts, ils sont différents. Notamment pour GPT 3.5, il me semble que c'est 0.000015, il me semble que c'est dollars, il me semble que c'est GPT 3.5, pour 1000 tokens. Donc ça va, c'est pas trop cher. À moins que ça soit... Je crois que c'est ça. Non, ça doit être... Ou à moins que ça soit ça le prix... Non, ça c'est le prix pour un token, et j'ai fait la division par 1000. Voilà, et c'est genre, ça doit être 0,20 au lieu de 0,15. Ouais, c'est ça, 0,20 au lieu de 0,15 pour la génération.
Et par contre, c'est des coûts très variables, hein, alors il faut vraiment y faire attention. C'est 20 fois plus cher pour GPT-4, comme j'ai pu le dire, approximativement. Et donc oui, voilà, quand vous faites vos calculs de coûts, vous pouvez faire un peu... vous faites l'addition du nombre de tokens que vous voulez calculer, fois le nombre de... Enfin, ouais, vous faites un peu une moyenne du nombre de tokens que vous envoyez, vous multipliez par le coût des tokens envoyés, vous faites une moyenne du nombre de tokens que vous voulez générer, et vous le multipliez par le nombre de tokens générés, vous aurez un peu une moyenne des coûts que vous avez dans l'utilisation de ChatGPT. Sinon, pour mesurer les tokens, il y a quelque chose qui s'appelle Tokenizer en Python. C'est que pour GPT-3, par contre, il me semble, mais ça permet de vous faire un peu une idée de combien de tokens vous avez utilisé avant d'envoyer un message. Mais c'est plus vraiment un jour. Ouais, donc les paiements, ça se fait vraiment à la fin du mois hein, pour tout ça. 1000 tokens, ça équivaut environ à 750 mots. Euh, et voilà. Et finalement, en ressources, j'ai déjà pu vous montrer l'OpenAI Cookbook, c'est vraiment ce que j'ai utilisé le plus. Après, pour ce que je vous ai parlé en Python tout à l'heure, que j'avais fait une IA, c'est vraiment du scikit-learn que j'ai utilisé. Euh, il y a des exemples de prise en charge d'API Rate Limit. Je peux vous montrer le lien tout de même. Bah, c'est toujours dans le cookbook, hein, mais le lien est un peu plus détaillé. Là, vous voyez comment handle les rate limits. Ça peut être intéressant. Hein. C'est une idée surtout en Python. Et bien, ça sera à peu près tout. Hein. Ah oui, donc quelques remarques. Donc OpenAI, il avait un système de quelque chose qui s'appelait Classifier, un service, et qui permettait de voir si un message était probablement généré par IA ou pas. Et là, il l'a fermé, hein, parce que c'était vraiment pas fiable. Je peux quand même vous donner le lien, histoire que vous en rendiez, vous puissiez le tester. Est-ce que je suis... Mais je suis... Oui, oui, non, pardon. Pardon. Donc voilà. Alors, donc là, vous voyez, page not found, mais vous avez le lien pour si un jour il le réouvre. Par contre, il y a quelques services indépendants qui existent encore. Hein. Ils sont pas toujours très fiables, mais parfois, en vrai, je suis plutôt satisfait des résultats. Perso, dans mon utilisation, ça fonctionnait très bien. Donc lui, il avait plutôt des bons résultats, par exemple, si je prends ça, que je le colle là. Est-ce que le message est assez long? Hop. Qu'est-ce qu'il va me dire? Human made. Bah, vous voyez, pour un court message, c'est pas très fonctionnel. Par contre, si je prends ça qui est vraiment généré par IA, il va me dire la probabilité que ça a été généré par une intelligence artificielle, que je teste ça, et là il va me dire sûrement... Eh bien c'est terrible, c'est terrible. C'est lequel exemple que je viens de prendre? Bien sûr, voici sur un sujet d'actualité, article. Donc là. Comme vous voyez, ça c'est l'exemple avec du one-shot prompting. Il me dit, c'est de l'humain. Je suis vraiment très déçu, hein, parce qu'avant ça fonctionnait... pour les exemples que... Ah, je viens de comprendre, il fonctionne beaucoup mieux en anglais qu'en français, c'est pour ça. En français, il doit pas être au point, ce modèle. Donc là, par contre, si je prends ce modèle, cet exemple-là... Ouais, vraiment, il comprend pas le français. C'est une catastrophe. J'ai voulu vous montrer ça en direct, et bah... donc voilà, vous saurez que lui, il fonctionne en anglais, mais en français, c'est une catastrophe. Ensuite, il y a lui. Peut-être que lui, il fonctionne mieux, on sait jamais. Je prends ça, je le copie, je le colle, je le teste. Et c'est bien trop long. Il faut que je passe à 500 caractères. 257. Qu'est-ce qu'il me dit? Human. Bon, très bien. Donc, vous retenez, hein, en français, c'est une catastrophe, ça. Hein. Il faut que vous cherchiez vous-même. Mais par contre, en anglais, ça fonctionne très, très bien. Je vais lui dire traduit en anglais. Si ça fonctionne pas... Oui, bon, j'ai écrit vite fait. Hein. Si ça fonctionne pas, je suis vraiment désespéré de vous montrer ça. Hein, désolé. Hop, donc je prends ça, je le copie, je vais le mettre ici. Lui, il était assez strict en plus, vraiment, dès que c'était par l'IA, il disait 99% de chances que ça soit de l'IA, alors que le précédent que je vous ai montré, il était un peu plus sympa. Genre, un peu plus sympa en mode non, il y a peu de chances que ça soit de l'IA. Ouais, bah, c'est vraiment catastrophique. Hein. Et le précédent? Ouais, non, c'est pas ça que je vais vous montrer. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Est-ce que lui, il reconnaît que c'est de l'IA ou pas du tout? Parce que sinon... Ouais, bah c'est vraiment catastrophique. Hein. Bon, on va dire que dans certains cas d'utilisation, ça fonctionne bien, mais je sais pas pourquoi aujourd'hui ça fonctionne mal, mais bon,
tant pis, hein. Désolé, hein, je voulais vous montrer ça, mais ce n'est pas vraiment fonctionnel. Alors donc, en tout cas, finalement, qu'est-ce que je voudrais vous dire? Bah, merci d'avoir suivi cette vidéo, hein. J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à donner des commentaires si vous avez des retours à faire, si j'ai dit des bêtises, si vous voulez que je parle d'autres sujets. Et puis, bah, portez-vous bien. Salut!